Bonjour à toutes et à tous. Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Aujourd'hui, dans cet épisode, on a la grande joie d'accueillir Juliane pour nous parler de pensées limitantes. T'as tout dit. C'est ça. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite! Du coup, on a l'honneur que Julie-Anne soit présente avec nous aujourd'hui pour parler des pensées limitantes. Des pensées limitantes. Donc, déjà, bonjour à toi et merci d'être là avec nous. Bonjour à toutes les deux, merci de me recevoir. C'est pour moi aussi un honneur que de pouvoir avoir le privilège de participer à votre podcast. Donc je me réjouis de ce moment ensemble pour en plus parler d'un sujet qui est quand même très important, n'est-ce pas, les pensées limitantes. Donc je me réjouis de ce moment. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, Juliane, nous, ça fait longtemps qu'on se côtoie. Maintenant, ça doit faire 2 ans, je crois, à peu près, parce que tu étais une des accompagnatrices et formatrices, du coup, de ma formation nutrition. Donc, on a fait des beaux lives ensemble, c'était vraiment chouette. Et je crois que ça fait 1 an qu'on essaye d'enregistrer ce podcast et de, de trouver des dates. Donc, ça fait vachement plaisir de réussir enfin à trouver un créneau en commun et d'être au taquet. Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. Mais je pense que le plaisir est d'autant plus fort que ça fait 1 an qu'on qu'on attend ce moment. Donc non, c'est top. Et puis en effet, comme tu l'as dit, j'ai le plaisir d'être coach dans la formation EG1, dans la promotion coaching en fait, qui jusqu'ici avait lieu 1 fois par an. Et c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de te rencontrer et de te faire découvrir la PNL à travers les lives qui étaient notamment organisés dans cette aventure-là. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on commencerait pas par une petite présentation? Donc là, tu as dit un petit peu ce que tu faisais. Est-ce que tu veux rentrer un petit peu plus en détail? Comme ça, tout le monde est au courant de qui tu es. Avec plaisir. Alors, qui je suis, je ne sais pas. Je pense que même moi, je suis pas vraiment au clair. Par contre, voilà, ce que je fais aujourd'hui, ça, c'est, je peux vous dire quelques petites infos. Donc, en fait, moi, je suis formée en nutrition santé, en PNL ou programmation, neurolinguistique, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, et en hypnose ericksonienne. Je vais aussi commencer une formation en astrologie cette année, je me réjouis. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, moi, depuis maintenant 5 ans, j'accompagne les personnes à se réconcilier avec l'assiette en se réconciliant avec eux-mêmes. Et c'est pour ça que ces 3 sujets de la nutrition, de la PNL, de l'hypnose sont très importants pour moi au niveau des outils que je peux proposer pour accompagner les gens dans leur cheminement, non seulement avec l'assiette, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que je pars du principe que finalement, ce qui se passe dans l'assiette est assez représentatif de ce qui se passe autour de l'assiette, dans nos vies, aussi bien personnelles que professionnelles. Et il y a des choses qu'on a beau savoir consciemment, on n'arrive pas en fait par moment et on se retrouve un peu démunis en disant mais pourtant je comprends qu'il ne faut pas manger au McDo tous les jours. Enfin voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont là et c'est pour ça que les 3 outils ensemble avec l'hypnose, qui aborde aussi un sujet à un niveau plus inconscient de tous nos fonctionnements, des mécanismes, me permettent d'accompagner au mieux avec qui je suis, mais surtout adapté à qui les personnes elles-mêmes sont et ce qu'elles traversent sur le moment. Ça me permet de les accompagner au mieux pour les aider à cheminer sur ce, j'ai envie de dire, ce voyage un peu sans fin de la découverte de soi-même. Donc voilà, en quelques mots. Génial. C'est trop bien. Ouais. De toute façon, on mettra les coordonnées, tes coordonnées si les personnes souhaitent. Est-ce que tu fais des rendez-vous du coup en ligne? Alors oui, je fais beaucoup de visio et puis j'ai un cabinet sur Lausanne. Je te remercie de ta question. C'est vrai que je pense même plus à me présenter. Donc en fait, moi, j'habite en Suisse. Donc de manière un peu plus personnelle, j'ai 35 ans, j'habite en Suisse, je suis en couple, j'ai pas d'enfants, pas d'animaux, mais je passe un certain temps à garder le chat de mes voisins. Ça me permet de, de compenser le fait que je n'ai pas d'animal de compagnie. Et puis, donc j'ai un cabinet les mercredis sur Lausanne que je peux aussi avoir d'autres jours de la semaine en fonction des besoins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est moitié-moitié. Je fais aussi bien du présentiel à Lausanne que
de la visio, en fonction un peu des disponibilités des gens. Donc les deux options sont possibles, en effet. Ok, génial. On mettra toutes les coordonnées du coup en bas du podcast, de l'épisode. Merci. Moi, du coup, il y avait une question que je me posais. Bon, j'ai un peu la réponse parce que je connais un petit peu la PNL, mais pour les personnes qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment fonctionne la programmation neurolinguistique? Alors, la programmation neurolinguistique, moi, je vais vous la présenter avec mes mots et mon expérience. Je vous invite dans tous les cas à aller vous-même découvrir chaque outil. Chaque personne va avoir une approche, va vous parler de l'outil, mais c'est important en fait que vous fassiez votre propre expérience aussi de tout ce que vous pouvez entendre dans le développement personnel. Donc l'idée, c'est que moi, la programmation neurolinguistique, comment je vois cet outil? Pour moi, c'est un outil de communication et de compréhension à différents niveaux. Donc, d'une part, de communication entre soi et soi, mais aussi de compréhension de soi, et aussi finalement de communication et de compréhension entre soi et les autres, soi et le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, si vous voulez, pour moi, la PNL a vraiment été un outil décisif d'abord dans ma vie personnelle, à moi, parce que ça m'a permis de mettre en lumière, de mettre en conscience des fonctionnements que j'avais, et sans aller dans la culpabilité quelconque d'avoir ces fonctionnements-là, ça m'a permis de les optimiser et de les ajuster, ou au moins d'en prendre conscience et de savoir, ok, maintenant que je sais que je fonctionne comme ça, qu'est-ce que j'en fais? Et ça permet de prendre du discernement et du recul dans beaucoup de situations qui peuvent, on va dire, entraîner des inconforts, voire des conflits, voire un certain mal-être émotionnel quand on les rencontre dans notre quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais avec un de mes proches et puis j'avais un petit souci de santé et on m'avait donné un médicament, mais je sentais que c'était pas vraiment juste pour moi de le prendre tout de suite, ce médicament. Je sentais que mon corps, en fait, avait probablement besoin de quelques jours pour aller mieux suite à ce petit souci de santé, pardon. Et donc, j'ai décidé de ne pas prendre ce médicament tout de suite et de me laisser 2-3 jours, même si j'avais l'ordonnance. Et là, en face de moi, j'avais un proche qui m'aime sincèrement, c'est un de mes proches, qui commence à me dire non, mais vraiment, tu devrais le prendre, ce médicament, ça ira mieux après, nanana. Et en fait, là, j'avais deux options, entre guillemets. Donc, l'option 1, c'était l'option que j'aurais, à mon avis, utilisée avant d'être formée à la PNL. Je ne dis pas qu'il faut absolument être formé à la PNL, évidemment, pour choisir entre ces deux options. Je dis juste que moi, la PNL m'a permis d'identifier tout ça et d'intégrer ces deux options. Donc la première option, ça aurait été de lui dire écoute, tu me fous la paix, excusez-moi le terme, mais tu m'emmerdes, occupe-toi de tes affaires, quoi. Ça aurait été première option. Deuxième option, c'est de me dire ok, alors là, vraiment, ça me stresse, ce qu'il me dit, mais quelle est son intention à lui? Parce qu'en PNL, par exemple, on part du principe que tout comportement, entre guillemets, part d'une bonne intention, en fait, même si ça peut être très déstabilisant d'entendre ça dans certains contextes. Pour autant, on part du principe que pour la personne elle-même qui a le comportement, il y a forcément un bénéfice à avoir ce comportement-là. Et donc là, je me dis, ok, alors j'ai mon proche, il me stresse clairement. Pour autant, s'il fait ça, c'est que ça part d'une bonne intention parce que je sais qu'il tient à moi, qu'il m'aime. Donc je me dis, bon, bah probablement, en fait, il s'inquiète pour moi parce que c'est un souci de santé. Et donc, au lieu de lui dire donc l'option 1, j'ai choisi l'option 2, qui était de lui dire écoute, je comprends que tu t'inquiètes pour moi et je t'en remercie. Après, là, tes propos actuels, j'avoue que ça me rajoute plus de stress qu'autre chose. Je te demande de me faire confiance et je te promets que si d'ici 2-3 jours ça va pas mieux, évidemment, je prendrai le médicament, en fait. Et là, si vous voulez, ça a totalement désamorcé la situation. En fait, au lieu de rentrer dans un conflit où chacun allait parler avec non seulement ses projections, mais potentiellement ses blessures, sa fatigue, vous voyez tout ça, ben en fait, le fait que cette personne se soit sentie entendue dans son inquiétude et que moi j'ai pu exprimer mon besoin et lui faire part aussi que finalement son inquiétude, telle que formulée en tout cas de cette manière-là, me stressait plus qu'autre chose, a permis de vraiment facilement passer à autre chose et de pas aller sur un conflit ou sur un mal-être dans la relation. Et ça, pourquoi je vous donne cet exemple, c'est que pour moi, la PNL, c'est ça en fait. C'est nous aider à identifier tout ça, à s'observer soi, dans sa relation à soi-même, mais aussi dans sa relation et sa communication aux autres pour pouvoir ajuster. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, au contraire, mais ça veut dire qu'en fait, on s'observe et ça nous donne des outils pour pouvoir réajuster, poser nos limites, peu importe en fait, mais en tout cas se respecter soi encore mieux, j'ai envie de dire d'une certaine façon. J'espère que ça répond à la question.
complètement. Mais c'est un Ok. certain pouvoir quand même de pouvoir faire ça. Ouais, c'est ça, on voit la force que la PNL peut avoir sur tout le monde. Exactement. Donc ça, c'est au quotidien. Après, c'est vrai que dans l'accompagnement, dans un second temps, ça nous permet aussi d'aider la personne à sortir de schémas un peu répétitifs, d'aller voir, si vous voulez, à aller nuancer un peu sa vie. Aujourd'hui, moi, ce que je ressens, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais dans la plupart des cas, en tout cas très souvent, on est dans un fonctionnement assez binaire. C'est noir, c'est blanc, c'est bien, c'est mal. Et en fait, il y a beaucoup de situations dans lesquelles ça crée plus un inconfort et un mal-être que quelque chose qui nous aide et qui soit constructif en fait. Et donc avec la PNL, on a plein d'outils pour venir nuancer, venir regarder un regard différent. Par exemple, en PNL, on part du principe que les toujours, jamais, à chaque fois, ne sont la plupart du temps, sont rarement aidants en fait dans certains contextes. Et alors évidemment, les généralités sont importantes pour l'apprentissage. Par exemple, vous savez qu'une porte avec une poignée horizontale s'ouvre d'une certaine façon. Donc les généralités en soi sont déterminantes et je pense que toi, Manel, d'autant plus aujourd'hui en tant que maman, tu vois bien cet aspect des généralités pour ton enfant, à quel point finalement ça contribue et c'est indispensable à l'apprentissage. Pour autant, on l'applique souvent dans des contextes aujourd'hui qui ne sont pas forcément pertinents parce qu'ils sont pleins de nuances et on a tendance à faire des généralités là où la nuance serait beaucoup plus aidante dans nos vies, quoi. Donc voilà, donc la PNL en accompagnement, c'est difficile à aller vraiment dans un détail, mais si vous voulez, c'est un peu ça. On pose des questions qui permettent aux gens de resituer, d'ajuster ce qu'ils pensent. On va venir nuancer ça. On va faire ce qu'on appelle aussi des recadrages, c'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui nous dirait non, mais c'est mal de crier. On va l'inviter à se dire, je sais pas, si tu es dans une rue, seul, et que quelqu'un commence à vouloir te voler ton sac à main, est-ce que crier, c'est vraiment mal dans ce cas-là? Alors non, ça veut dire que voilà, attirer l'attention. Voilà, on va vraiment jouer ce jeu de nuances, toujours en lien évidemment avec l'objectif de la personne qu'on aura clarifié au début de la séance. Mais la PNL donne vraiment des outils hyper puissants pour venir en fait je sais pas comment, ajuster, si vous voulez, un peu tous ces fonctionnements-là, ces pensées, tout ce qu'une personne peut se dire et qui crée un certain inconfort dans sa vie sur ces aspects aussi bien pro que perso, quoi. Ça fait beaucoup. C'est vrai que les gens connaissent beaucoup, je pense, l'hypnose plus. Mais au final, c'est un fonctionnement assez similaire. C'est juste que l'hypnose, on le fait de manière un peu plus inconsciente, quoi. Oui, et puis alors après, c'est quand même très lié. Je te remercie de le souligner parce que en fait, la programmation neurolinguistique a été fondée et inspirée en fait des approches de l'époque en fait, des thérapeutes. Il y avait des thérapeutes qui excellaient dans leur domaine, dont notamment Milton Erickson, qui est le fondateur de l'hypnose ericksonienne, à laquelle tu es formée aussi, Sarah, si j'ai bien suivi. Et en fait, ce sont des gens qui sont allés voir comment ça se faisait que Milton Erickson soit si bon dans ce qu'il faisait. Pareil, ils sont allés voir, sauf erreur, Virginia Woolf. Ils sont allés voir comme ça 3-4 thérapeutes en identifiant mais quelle est leur manière de poser les questions. Quelle est leur manière de s'adresser aux gens? Quel est le vocabulaire, le type de vocabulaire qu'ils utilisent? On sait que l'hypnose ericksonienne, c'est un vocabulaire assez flou, généralement, pour laisser à la personne elle-même le choix de mettre ce qu'elle a envie de mettre derrière, finalement, le langage un peu flou qu'on utilise en hypnose. Et en fait, ils ont centralisé tout ça et ils en ont ressorti des techniques qui sont celles de la PNL, enfin, qu'ils ont appelées sous PNL, en fait. Donc, en effet, c'est très lié et il y a des imbrications, beaucoup plus qu'on ne le pense, entre les différents outils aujourd'hui qu'on voit en thérapie. Donc, merci beaucoup de l'avoir souligné, Sarah, parce que c'est exactement ça. Ouais. Et bien, comme tu parlais de pensée, on va passer au sujet des pensées limitantes. Parce que ça, c'est quelque chose aussi parce que du coup, qu'on voit souvent. Ouais, complètement. Tout le monde en a, hein, je précise. Les pensées limitantes, tout le monde en a. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Je pense que c'est dans les mots en eux-mêmes. C'est des pensées, souvent inconscientes ou conscientes, ça dépend si on arrive à les conscientiser, qui limitent nos comportements, c'est ça, si j'explique bien? Je sais pas si tu as une autre définition? Oui, moi je trouve qu'elle est très bien. Pour moi, c'est les pensées limitantes, ça va être les pensées au-delà de limiter nos comportements, on va dire qui ne sont pas aidantes pour aller vers un objectif qui nous fait du bien. Et des pensées qui viennent un peu freiner
l'atteinte de cet objectif ou voire le remettre en question, alors que c'est un objectif dont on a conscience qu'il nous fait du bien en fait. Donc en effet, je te rejoins dans ta définition, Sarah. Est-ce que toi, tu le vois souvent, du coup, dans tes accompagnements, les pensées limitantes? Oui, tout le temps. Après, il faut savoir, j'aimerais venir apporter une précision. La pensée peut être limitante dans un contexte, mais pas dans un autre. Et ça, c'est pour ça que, comme je parlais de nuances tout à l'heure, c'est très important de aussi garder à l'esprit que nous sommes des êtres humains, que la vie est mouvement, impermanence, et que finalement, ce qui peut fonctionner à un moment donné peut ne plus fonctionner ou ne pas fonctionner à un autre moment dans un autre contexte. Et c'est pour ça, et ça c'est quelque chose que je vois beaucoup où en fait on a tendance à, justement je parlais de ces généralités, à généraliser un peu des fonctionnements dans tous les contextes, sans les nuancer par rapport au contexte dans lequel on est. Par exemple si je reprends cette phrase, ce n'est pas bien de crier. On a vu que suivant le contexte, ça peut être très utile de crier. Et c'est là où, tout d'un coup, parce qu'on a généralisé des choses, on a une pensée limitante qui l'est dans un certain contexte, parce que finalement, elle nous a été utile dans un autre contexte, et on l'applique dans un contexte où cette pensée n'est pas vraiment appropriée. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées, des exemples de pensées limitantes, mais en tout cas, dans mes accompagnements, moi, je rencontre beaucoup, en effet, de pensées limitantes, mais elles sont limitantes par rapport au contexte, si vous voulez. Et ça, pour moi, c'est important de nuancer parce que ce que je veux absolument éviter, c'est que les gens culpabilisent d'avoir ces pensées-là. Je pense sincèrement que si ces pensées sont là, c'est parce qu'à un moment donné de la vie de la personne, ces pensées ont été nécessaires pour aller mieux, pour survivre, peu importe. En fait, il y a eu un process interne qui s'est fait, qui a amené cette pensée à se manifester, à exister, et qui a aidé une personne, qui a aidé la personne dans le moment donné. Et en fait, on change, on évolue, et ce qui se passe, c'est que finalement, en évoluant, par moment, on n'a pas forcément à l'esprit de se débarrasser, de filtrer les pensées dont on n'a plus besoin. Et finalement, l'accompagnement, quel qu'il soit, peut être très aidant quand on est aidé par un tiers pour identifier ces pensées qui, aujourd'hui, ne nous aident plus. Et ça ne veut pas dire que, il faut culpabiliser de les avoir, parce que, comme je le dis, elles nous ont vraiment aidés. Moi, c'est vraiment une croyance que j'ai, que de base, je ne pense pas que notre corps, notre tête, notre cœur soit là pour nous faire souffrir, en fait, gratuitement. Je pense que vraiment, il y a des mécanismes qui sont mis en place à des moments qui nous sont très aidants et en fait, qui ne sont pas forcément mis à jour, consciemment ou inconsciemment, par la suite, par rapport à la personne qu'on est devenue et aux événements qu'on a vécu, en fait, entre-temps. Donc oui, très souvent, il y a des pensées limitantes dans les personnes que j'accompagne, en effet. Mais c'est vrai que juste pour déculpabiliser encore plus, faut comprendre que tout ce qui est pensé, c'est des chemins neuronaux qui se forment avec le temps. Donc c'est automatique. Donc déjà, ça met longtemps à voir et souvent il y a besoin d'aide extérieure, de voir justement quel est le chemin de pensée, parce que c'est pas quelque chose à quel on réfléchit souvent. C'est des pensées qui viennent de manière automatique, instinctive, limite, qui se sont installées depuis tellement de temps que pour les comprendre et les intégrer, c'est long. C'est long et souvent il y a besoin d'une aide extérieure. Donc c'est normal. Si vous avez du mal encore avec ça, c'est normal. Oui, et puis je pense qu'il y a même des personnes qui n'ont même pas confiance qu'elles ont cette pensée-là. En fait, moi j'ai vu déjà des gens où quand je leur demandais qu'est-ce qu'elles se racontent, parce que les pensées finalement c'est quoi? C'est ce qu'on se dit en interne, c'est vraiment notre dialogue interne si vous voulez en quelque sorte. Et quand on leur demande qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, qu'est-ce que ces personnes-là se disent, elles ont beaucoup de mal. Il y en a qui me disent rien, je me dis rien. Donc il y a aussi ça, je te rejoins totalement Sarah, il y a déjà la première étape de identifier ses pensées, donc de savoir qu'elles sont là et quel type de pensée c'est, qu'est-ce qu'on se raconte, et ensuite, après, évidemment, de comprendre pourquoi, de se dire, ça on viendra après dans les petits exercices à la fin, mais voilà, de tout le process, en fait, qui peut se passer après, ou qu'on peut faire soi-même, ou accompagné par la personne qui nous inspire confiance, parce que la base de tout accompagnement, c'est cette relation de confiance. Donc vraiment, suivez votre élan et n'hésitez pas, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Dans la personne que vous choisissez, allez-y avec le cœur et c'est la confiance qui fait énormément dans ces moments-là. Donc, c'est ça qui compte le plus dans le choix que vous allez faire des accompagnants sur votre chemin. Pour les personnes qui, pour l'instant en tout cas, n'ont pas de suivi avec une personne extérieure, une personne tierce,
qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour justement réussir à comprendre si les pensées que ils ou elles ont sont justement limitantes et qu'elles peuvent réussir à les mettre de côté? Comment réussir en fait à poser ces pensées et à réussir à les identifier? Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner? Alors pour ta première question, comment savoir qu'elles sont limitantes? J'ai envie de dire, c'est à la fois très simple et potentiellement très complexe pour certaines personnes. C'est comment on se sent, c'est-à-dire comment on se sent dans le corps, en fait. C'est revenir au corps. C'est-à-dire cette pensée-là, qu'est-ce qu'elle crée comme émotion, comme ressenti, comme sensation dans mon corps? Si c'est une pensée, qui m'aide, qui est constructive, ça va être de la joie, du dynamisme, un élan. Ça va être vraiment, vous voyez, une pensée qui va m'aider à aller de l'avant, qui va m'apporter légèreté, confiance, sérénité. Si c'est quelque chose que je me dis et je me sens triste, en colère, frustrée, là, c'est un indicateur que cette pensée-là n'est pas forcément aidante et peut être limitante. Évidemment. Donc ça, c'est pour, ton premier point et n'hésite pas à me dire, Manel, si jamais j'oublie de répondre à un des points. Donc déjà, c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui, sont dissociés de leur corps, en fait, sont beaucoup dans leur tête et donc peut-être que certaines personnes vont avoir du mal à dire: «Bah, moi, je sais pas trop, en fait, ce qui se passe. Je sais pas trop si ça me fait du bien ou pas». Bon, là, c'est vrai que alors la dissociation, pareil, il y a pas à culpabiliser. Il y a plein de raisons potentielles pour lesquelles on a pu dans notre vie, ressentir le besoin de se dissocier et qui fait que, bon, bah, on se dissocie après dans tous les contextes de notre vie, et c'est tout à fait OK. C'est vrai que moi, je peux que vous inviter à vous faire accompagner dans ce cas-là, parce que c'est très puissant et puis au-delà de ça, voilà, quand notre voiture, elle a un souci, on n'hésite pas à aller chez le garagiste. Je pense qu'il faut aussi, arriver à accepter que quand soi-même on a un souci, c'est bien légitime aussi de se faire aider et voilà, sous réserve de cette relation de confiance dont je vous parlais évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Donc si vous êtes dissocié et que vous avez des pensées qui vous viennent dans la tête, dans ce cas-là, si vous avez du mal à revenir au corps, écrivez-les. Écrivez-les sur un papier. Pourquoi? Parce que d'une part, ça va vous permettre de prendre de la distance vis-à-vis de ces pensées-là, mais aussi vous allez pouvoir les voir en fait, les lire. Et ces pensées-là, pour savoir si elles vous aident ou pas, vous pouvez vous demander, est-ce que ces phrases-là, je les dirais à ma meilleure amie? Est-ce que ces phrases-là, je les dirais à des gens que j'aime pour les encourager dans leur projet? Si vous dites clairement non, 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 ça c'est pas une phrase que j'oserais leur dire, alors dans ce cas-là, c'est clairement pas une phrase qui vous aide. Si c'est une phrase où vous vous dites: «Ah ben oui, en effet, enfin, je trouve que c'est hyper encourageant pour ma pote», dans ce cas-là, go, ça veut dire que c'est une pensée qui vous aide. Ça peut être, si vous voulez, le deuxième niveau, si vous avez du mal à revenir au corps, de vraiment, mettre sur un papier ces pensées-là et vous dire: «Est-ce que je serais capable de, conseiller ça ou de parler comme ça à ma fille, à mon frère, à ma meilleure amie?» peu importe en fait, mais à quelqu'un que j'aime profondément et que je respecte. Donc ça, je pense que ça répond à ton premier point, Manel. Et après, dans tes autres questions, excuse-moi, je veux bien que tu me les répètes. Bah non, moi c'était ça, je te C'est demandais. bon? J'ai répondu à tous les points? OK. Comme souvent, je dévie. Je veux pas. D'accord. Donc, je crois que c'était ça. Donc, au niveau. Donc, ça, c'est pour les identifier. Après, il y avait ta question peut-être de qu'est-ce qu'on en fait? Comment les. Ouais. Là, pour moi, moi, je vous conseillerais 2 astuces, voilà, que je conseille, alors parmi plein d'autres et sachant que c'est très délicat là de rentrer dans une généralité parce que l'idée c'est de pouvoir, discuter au cas par cas et évidemment si des gens en écoutant ce podcast, pardon, je vais y arriver, ce podcast, voilà, ont des questions, que ce soit, n'hésitez pas à contacter, Sarah Manel ou moi aussi, voilà, sur Instagram ou d'une autre façon et on se fera un plaisir d'y répondre. Mais moi, les 2 astuces que j'aurais aussi déjà, donc au-delà de se dire: «Est-ce que, j'oserais parler comme ça à quelqu'un que j'aime et que je respecte?» Déjà ça, c'est généralement, moi quand je vois le regard c'est souvent, des mamans qui viennent me voir, enfin en tout cas j'ai pas eu de «papa» entre guillemets, mais les hommes que j'ai eus, bon bref, n'avaient pas d'enfants que j'ai accompagnés. Mais les femmes que j'accompagne qui sont mamans, quand je leur dis: «Mais est-ce que vous diriez ça à vos enfants?» C'est un game changer, hein. Elles me regardent, en mode: «Bah non, absolument pas en fait». Et là, ça fait un déclic, clairement. Les gens se disent: «Bah en fait, pourquoi je me parle à moi comme je n'oserais pas parler à mon enfant?» Là on sent qu'il y a tout un truc qui s'ouvre en se disant: «Bon bah en fait, il faut que ça change. Enfin, c'est pas possible, en fait». Donc ça, déjà, c'est hyper puissant. Ne surtout pas sous-estimer cette question-là. Ensuite, quand on voit que ces pensées sont là,
Ce qu'on peut faire, moi, ce que je crois, c'est que si vous voulez, ces pensées ont pris beaucoup de place pour plein de raisons, comme je vous l'ai précisé avant, parce qu'à un moment, c'était bénéfique et tout. Et finalement, elles ont pris le dessus par rapport à d'autres pensées qui sont quand même là, mais qu'on n'a pas pris l'habitude d'écouter. Mais des pensées comme bah, oui, tu peux avoir confiance, oui, je suis fière de toi, oui, tu peux y arriver, enfin voilà, peu importe, mais des pensées qui sont aidantes. Et donc l'idée, c'est de réajuster finalement l'écoute de ces pensées-là. Et pour ça, il y a deux façons de faire. Il y a une première où moi, ce que j'appelle le changement de fréquence. C'est-à-dire ne pas vouloir oublier, cacher les pensées limitantes. Je pense qu'elles sont là, c'est un indicateur. Et que potentiellement, pour moi, il faut en faire quelque chose. D'accord ? Il faut les transformer en quelque chose qui va venir nous permettre d'ajuster nos fonctionnements, d'évoluer, de cheminer, peu importe l'objectif qu'on a. Mais donc l'idée, c'est pas de mettre un couvercle dessus non plus, mais potentiellement, sur du court terme, c'est de se dire, OK, alors elles sont là, merci. Pour autant, je vais me connecter à une autre fréquence radio ou à une autre chaîne de télé, vous voyez, et puis je vais partir sur celle qui va m'aider, voilà, dans le contexte dans lequel je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens, de soit changer de chaîne TV, soit de changer de fréquence radio. Donc ça, c'est souvent aidant pour les gens, pour se rendre compte que là, c'est un disque rayé qui va pas les aider, on va changer de disque en fait. Deuxièmement, moi, ce que j'aime toujours aller voir, c'est quelle est l'intention de ces pensées limitantes. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, ces pensées limitantes, tout ce qu'elles veulent, et ça peut paraître bizarre, c'est le bien-être de la personne. C'est-à-dire en faisant, comment dire, en partant du principe que on dit une personne, mais de toute façon, imaginons une personne se dit je suis nulle, voilà, je suis nulle, j'y arriverai jamais, nanana. Ça peut être, bon après il faut aller voir dans le contexte, ça peut être une façon pour elle de se donner les moyens d'aller toujours plus loin, de surtout rester dans l'humilité, la remise en question, parce que comme ça va une personne qui va pas devenir arrogante. Vous voyez, il y a tout ça qui peut être sous-jacent. Et pour moi, c'est important d'aller identifier cette intention pour pouvoir identifier par la suite également d'autres moyens de respecter cette intention-là. Parce que je pense que tant que cette intention-là n'est pas pleinement entendue et qu'elle ne ressent pas, entre guillemets, qu'on s'occupe d'elle d'une autre manière, ces pensées vont revenir plus facilement et potentiellement plus régulièrement qu'on ne le pense, alors qu'on a beau comprendre que ça ne va pas nous aider et tout ça. Donc voilà, j'ai envie de dire les 3 astuces que je vous recommanderais, c'est 1, est-ce que je parlerai comme ça à mes proches ? 2, je change de fréquence si je sens que ça ne m'aide pas. Parce que là, clairement, et si en plus, j'ai pas vraiment le temps d'aller dans l'analyse de mes pensées, enfin là, sur du court terme, bah, je change de fréquence et je me connecte à autre chose. Et là, n'hésitez pas à rentrer dans le mouvement. Ça va vous permettre aussi de casser les ruminations, c'est-à-dire de revenir à votre respiration, de mettre une petite musique et de danser, de sortir, marcher à l'air libre. Enfin, voilà. Le mouvement aide beaucoup, hein, ne sous-estimons pas le mouvement et on n'a pas besoin de faire du yoga ou un marathon. Hein, l'idée, c'est juste déjà de monter les escaliers, ça suffira très bien. Et troisièmement, aller surtout voir l'intention qu'il y a derrière ces pensées limitantes pour venir l'entendre, l'accueillir et lui proposer une alternative qui va faire qu'elle n'aura plus du tout besoin des pensées limitantes et qu'elle va se basculer sur des mécanismes beaucoup plus aidants et constructifs pour la personne. Ça me fait penser, on a tendance à penser que les pensées limitantes, il faut complètement les éliminer. Ce que tu dis là, c'est que justement, le but n'est pas d'éliminer une pensée limitante, mais plutôt en fait de l'accueillir et de comprendre. Ou de la transformer. Et ensuite de la transformer. Mais il y a vraiment ce côté accueillir et comprendre le but de cette pensée-là pour pouvoir ensuite la transformer. Alors moi, je pense en effet qu'aujourd'hui, on est trop en lutte contre soi-même sur plein d'aspects. Et moi, mon envie, comme je disais, moi, mon mot-clé, c'est la réconciliation. C'est réconcilier. Et je pense que quand on est sur un côté, il faut éliminer. C'est un peu avec la nourriture, évidemment, sous réserve de conditions physiques, voilà, de problèmes de santé particuliers. Et on dit, il faut supprimer, il faut nanana. Moi, je suis pas vraiment pour l'éviction, la suppression, voilà, alors sous réserve, évidemment, comme je disais, de maladies particulières, évidemment, mais je pense pas que éliminer, ce soit un vocabulaire très aidant. Pour moi, c'est un vocabulaire qui peut être consciemment ou inconsciemment assez violent. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de bienveillance et de douceur, et en premier lieu envers soi-même. Et mon expérience, c'est que plus on va essayer de mettre un couvercle sur quelque chose et essayer de shooter, entre guillemets, dans un
dans nos pensées et tout, pour que, excusez-moi le terme, mais pour qu'elles dégagent, en mode vraiment conflit et lutte, plus elles vont revenir en mode frisbee, en fait. Elles vont revenir parce que, et dans des moments où on va rien comprendre, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis tout d'un coup, ça va être d'autant plus violent potentiellement, hein, émotionnellement. Donc moi, je pense qu'en effet, l'enjeu, c'est surtout d'aller accueillir une part de nous qui peut-être n'a jamais eu cet espace pour être entendue, qui se manifeste de la manière qu'elle connaît le mieux, c'est-à-dire par des pensées limitantes, probablement jusqu'ici, et aller lui dire, ok, bon, là, je t'écoute, le format que tu utilises me convient plus aujourd'hui, il m'a convenu un temps dans un certain contexte, aujourd'hui, en fait, j'ai évolué, j'aimerais qu'on le mette à jour ensemble, mais vraiment rentrer dans une sorte de collaboration, de se dire, ok, quelle est ton intention derrière? Parce que, comme je vous dis, moi, je pars du principe que on veut pas se faire du mal pour se faire du mal. Enfin, si ça nous fait du mal aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mis à jour et ajusté avec notre évolution. Donc, je pense pas que éliminer, lutter contre ses pensées soit vraiment quelque chose d'aidant sur du moyen long terme. Je pense que vraiment pour quelque chose de beaucoup plus pérenne et d'apaisant, qu'en effet, les accueillir, bon, déjà, accepter de les entendre, les accueillir, leur dire, ok, quelle est leur intention, vraiment, se rendre compte que leur intention, en fait, mais vraiment aller faire ce cheminement-là, et c'est pour ça que seul, par moment, c'est pas évident d'aller vraiment gratter l'intention de ces pensées-là, mais c'est possible, hein, enfin, pour autant, et de se dire, ok, cette intention-là, comment aujourd'hui je peux la respecter autrement, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'en fait, ça va être hyper naturel, si tu veux. Qu'en fait, il va plus y avoir une espèce de je suis en lutte contre moi-même. Parce qu'aujourd'hui, on est trop tiraillés sur plein de sujets, je trouve. En tout cas, très souvent. Les gens que je rencontre sont tiraillés, par exemple, il faut manger sain, en même temps, il faut savoir se faire plaisir, mais comment je concilie les deux? Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Il faut que je pense à moi, mais en même temps, je suis maman. Comment je suis les deux? Enfin, on a l'impression de devoir toujours faire des choix et de choisir, alors que je pense qu'une des clés, c'est d'être dans ce juste ajustement, mais qui est vraiment personnel, en fait. Et pour ça, je pense pas que rentrer dans une élimination pure et totale de ses pensées aide. Je pense que vraiment, l'idée d'aller voir derrière ce qu'il y a, de l'accueillir et de mettre en place quelque chose d'hyper bienveillant pour arriver au même résultat. Moi, dans mes accompagnements, j'ai rien vu de plus puissant, en fait. Parce qu'il n'y a plus la culpabilité de penser comme ça. Il n'y a plus la culpabilité d'être comme on est aussi par moment, parce que c'est ce que je vois chez certaines personnes qui ne comprennent pas. Et puis donc, en fait, ça permet d'apaiser tout ça. Et quand on voit les gens repartir, c'est le jour et la nuit. Donc oui, donc j'ai fait une très longue réponse pour toi, Manel, je suis désolée, mais j'espère que j'ai quand même répondu à ton point sur le sujet. Non, je suis entièrement d'accord avec toi et ta façon de penser. Ouais. Et juste aussi, petit détail, on pense que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Alors, ça dépend beaucoup des personnes. Mais chez beaucoup, ça peut être des déclics qui sont faits de manière très rapide. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent même pas se lancer dedans parce qu'ils disent ouais, mais ça va mettre trop longtemps, ça sert à rien, etc., etc. C'est faux. De toute façon, ça dépendra de vous, de vos envies. C'est quelque chose qui sera toujours bénéfique à un moment donné. Et il faut se laisser le temps. Le chemin d'une personne ne sera pas forcément le même que le vôtre. Parce que je sais que c'est une question qu'on a souvent, mais combien de temps ça prend? Bah, je sais pas. Ça se trouve, ça va être une demi-heure, ça se trouve, ça va être 8 ans, j'en sais rien. Mais... C'est vrai que c'est pas nous qui avons la réponse, pardon. Et surtout, l'enjeu, c'est que vous ayez envie, vous, d'ajuster, en fait. Faut pas venir pour les proches, faut pas venir pour les autres, faut venir pour soi avant tout. Et je pense que ça, c'est ce qui va aussi changer dans le côté rapidité ou pas. Enfin, parce que de temps en temps, il y a des gens qui viennent parce que, je sais pas, leur conjoint ou leur partenaire veulent qu'ils perdent du poids, alors que eux, ils sont très bien avec ce poids-là, et ils viennent, en gros, pour avoir la paix à la maison. Bon, c'est un peu cliché là ce que je raconte comme exemple, mais vous voyez l'idée. Donc moi, je suis d'accord avec toi, Sarah, ça peut être très rapide, et d'autant plus quand on choisit, en fait, quand on choisit que là c'est bon, ça suffit, qu'on a envie de passer à autre chose. Et après, nous, enfin, sauf erreur, Sarah, toi aussi, on est plutôt dans des thérapies brèves. Donc on n'est pas dans des choses qui vont durer des années. Normalement, Pardon. c'est assez rapide. Après, ça peut prendre quelques séances, mais normalement... Oui, mais c'est pour ça, ce qu'on entend par thérapie brève, vous voyez, c'est pas le côté psychologie, psychanalyse, où en effet, là, il y a une certaine régularité sur
sur plusieurs mois, voire une année, les thérapies brèves. En tout cas, moi, aujourd'hui, je pars sur 3 à 5 séances en moyenne. Voilà, donc 3 à 5 séances pour être débarrassé de certains... Enfin, débarrassé, j'aime pas ce mot, mais pour se réconcilier avec certains fonctionnements qu'on a depuis toujours. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas très long en soi, mais, mais bon, voilà, c'est aux personnes de le dire. Et en effet, comme tu le soulignes, Sarah, on est tous différents. Et donc là-dessus, et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que les accompagnements vous permettent aussi de prendre conscience de votre différence dans un monde où on essaye souvent de ressembler aux autres. Et ça nous permet de revenir aussi à notre unicité et à cette beauté qu'on a tous d'être simplement soi, avec tout ce qui ça implique au niveau de nos apprentissages qui sont les nôtres, et avec un timing qui est le nôtre. Donc ouais, merci de le souligner, ça. C'est un beau mot de la fin. Ouais, clairement. Est-ce que t'avais des questions? Parce que je Mmh. pense que du coup, là, tu as donné pas mal d'exemples et d'exercices, entre guillemets, à faire. Après, moi, je pense que, comme vous l'avez dit toutes les deux, c'est important de pouvoir être accompagné Ouais. par une personne. C'est des choses qu'on peut faire tout seul, mais Vous pouvez commencer, je pense, à essayer un petit identifier... peu les exercices que Juliane a donnés pour voir, mais je dis pas, on ne dit pas que c'est impossible de le faire seul, hein. Il y a des personnes qui arrivent très bien, mais se faire aider, c'est une dimension qui est différente et souvent ça ajoute quelque chose et un regard extérieur qui est nécessaire, hein. Mm. Ouais, qui est très utile. Oui, je pense que c'est très complémentaire, en fait. C'est très complémentaire, et surtout, faites-vous confiance. Vous sentirez le moment où tout d'un coup, vous aurez envie de vous faire accompagner parce que justement, tout d'un coup, vous tombez, je sais pas, sur une story de Sarah et vous vous dites: «Ah mais j'adore son énergie, elle fait de l'hypnose, j'ai envie d'essayer l'hypnose», suivez cet élan d'aller vers Sarah, parce que je pense que clairement, si vous avez cet élan, c'est qu'il y a quelque chose à vivre dans l'accompagnement avec la personne vers qui vous avez cet élan-là, en fait. Donc c'est pas indispensable. Personnellement, je pense qu'ici, toutes les trois, on a bénéficié d'accompagnements qui nous ont beaucoup aidés. Je pense que c'est aussi la beauté d'un être humain de pouvoir interagir avec les autres êtres humains et de s'apporter ce genre de choses-là. Et, et en effet, on peut faire beaucoup de choses seul. Et moi, j'ai une personne qui, pendant des années, a processé, enfin voilà, a avancé seule pas mal de sujets au niveau du poids, au niveau de l'alimentation. Et en fait, qui s'est retrouvée un peu bloquée dans les derniers kilos qu'elle avait, en sachant bien qu'il y avait une approche qui allait au-delà de l'assiette elle-même. Et on a fait 3 séances et ça a levé ce qui restait à lever, en fait. Vous voyez, donc vraiment, faites-vous confiance pour aller vers les gens qui vont vous aider le moment venu, quand vous en aurez l'élan en fait, ça sera juste une main tendue parce que vous restez responsable. Je pense que ça, c'est important de le souligner aussi. En fait, dans la démarche de l'accompagnement, il n'y a personne qui va faire le travail à votre place. Et il n'y a personne, alors j'allais dire, qui est censé vous dire quoi faire. Bon, ça dépend un peu, je pense, voilà, sur quelle thématique on se situe. Mais pour autant, moi, mon positionnement, c'est toujours de proposer et la personne dispose. Et si la personne ne fait pas, ça m'intéresse d'aller voir où est le frein, pourquoi elle ne l'a pas fait. Et ça donne toujours un indicateur. Donc surtout, ne culpabilisez pas de ne pas faire. Parce que souvent, il y en a qui ne veulent pas aller voir des gens parce qu'ils ont peur qu'il y ait un côté un peu scolaire, où ils vont repartir avec des devoirs qu'ils vont pas faire, ils vont se sentir mal, et puis finalement ils vont jamais revenir parce qu'ils se disent non mais j'ai pas fait les exercices que non non non. Mais en fait, vraiment, déjà en tant qu'accompagnant, on est là pour vous. Donc c'est vraiment votre chemin qui compte, et on sort totalement de quelque chose de scolaire ou de parental, ou voilà, de ce genre de fonctionnement-là. Mais aussi, au contraire, c'est d'autant plus intéressant que vous arriviez en disant « j'ai absolument pas réussi à faire ça, en fait », parce qu'ensemble, vous allez pouvoir aller voir pourquoi et réajuster en conséquence un peu certaines choses. Et c'est un indicateur hyper important et hyper aidant dans l'accompagnement que vous ferez avec la personne. Donc tout ça pour dire, n'osez, au contraire, si, osez aller vers les gens qui vous inspirent et qui vous donnent l'élan de vous faire accompagner, parce que c'est toujours très beau et très complémentaire du propre cheminement que vous avez commencé. Ouais, complètement. Franchement, t'as tout dit. C'est ça. Je parle trop, non?
Non, t'as tout dit parce que c'est ce qu'on dit souvent avec Sarah, c'est que, en fait, plus que la technique et les outils que la personne utilise, c'est vraiment la personne en tant que telle qui va nous attirer. Et en fait, souvent, les personnes viennent nous voir, pas pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est et ce qu'on inspire à la personne. Et c'est ce qui est important. Bah, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, autant dans... J'allais dire, c'est limite une idée ericksonienne, mais c'est le type d'accompagnement qu'on fait. Vous allez en trouver aussi qui sont préfaits avec des exercices clés, etc. Mais c'est vrai que l'accompagnement qu'on peut proposer, qu'on a choisi toutes les trois, c'est un accompagnement au cas par cas. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça dépend de vous, de votre rythme, de vos envies, comme tu dis, de ce qu'on arrive à faire, de ce qu'on n'arrive pas à faire, etc. C'est pour ça que souvent, il y a besoin de quelques séances quand même, parce qu'il y a toujours besoin d'un petit ajustement. Parce que nous, on arrive avec des outils, mais il faut voir comment la personne y répond. Mais c'est toujours un très beau chemin, une très belle rencontre, que ce soit pour l'accompagnant ou l'accompagnée d'ailleurs. Parce que, Totalement. Ouais. C'est un beau chemin. chemin. On apprend aussi. Oui, bah oui, tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on le fait aussi. Ouais, complètement. Et bah, est-ce que, Juliane, tu as autre chose à dire, un conseil avant de finir? Je sais pas, un petit mantra, un petit conseil, un petit exercice, peu importe, quelque chose qui te vient et qui te semble important à dire aux personnes du coup qui nous écoutent. Bonne question. Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Tellement de choses. Vous avez vu, je suis assez bavarde, mais si je devais en choisir qu'une. Alors, une chose à dire et une chose à faire. Pour moi, une chose à dire, c'est bienveillance. C'est-à-dire, pour moi, la bienveillance envers soi-même. Il n'y a rien de gnangnan à ça. Au contraire, ça amène vraiment que des belles choses. Donc sortir de la culpabilité, de tout ça, et vraiment d'axer notre relation à soi sur de la bienveillance. Je pense que c'est clé aujourd'hui, d'autant plus dans le contexte dans lequel on est. Et au niveau du faire, de l'action, j'aimerais vous dire revenir à vous, mais de manière spontanée. Parce que de plus en plus, on voit comment respirer par le ventre, nanana. Enfin, on a plein de choses et c'est très bien, hein, mais disponibles sur comment se reconnecter à notre corps. Faites-vous confiance aussi. J'avais quelqu'un qui me disait « Oui, je sais, il faut que je respire par la voie du ventre, du bidule. » Mais ça, c'est trop intellectuel. Si tu dois respirer, respire. Enfin, peu importe la manière dont tu prends ta profonde respiration, prends-la en fait. Parce que si tu commences à te dire « Il faut que je la prenne d'une certaine façon », potentiellement, tu vas pas la prendre du tout. Alors que le premier pas, c'est de juste respirer profondément, le plus souvent possible quand on ressent l'élan. Donc, vraiment... comment je pourrais dire ça en quelques mots? Donc bienveillance et simplicité, je pense, sur certaines choses aussi. Voilà, revenir à ces deux principes qui, à mon avis, sont très porteurs dans le cheminement de soi avec soi et dans notre cheminement perso, quoi. Merci infiniment. Ouais, merci beaucoup. C'était super intéressant. Si vous avez plus de questions, de toute façon, comme tu l'as dit plusieurs fois, on est toutes les trois disponibles sur les réseaux. Ça, c'est le côté chouette des réseaux, pour le coup. Et merci, c'était très, très intéressant. Comme tu dis, je pense que c'était le bon moment de le faire. Ça fait longtemps qu'on attend, mais au final, je pense que c'était le bon moment pour... Complètement. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre accueil. C'était une joie d'échanger avec vous sur ce sujet. Je pense qu'on aurait pu parler des heures. Donc, heureusement qu'on s'était fixé un timing. En tout cas, c'était un honneur pour moi de pouvoir échanger avec vous deux. Depuis le temps, en effet, c'est d'autant plus un plaisir. Et puis, je me réjouis de vous retrouver, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. En tout cas, ce sera toujours avec une immense joie que j'échangerai avec vous. Donc, merci encore. Merci à toi. À très vite. À très vite. Et bien voilà, on a passé un épisode super enrichissant avec Juliane. On a parlé de plein de choses, on a parlé de PNL, de pensées limitantes, d'accompagnement. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, comme on vous a dit tout au long de l'épisode, vous pouvez nous retrouver et la retrouver sur les réseaux. On essayera de tout mettre en lien le plus possible. Au cas où, vous pouvez la retrouver donc, sur Instagram, ça s'appelle 2 lettres à soi.
avec des petits, des petits traits du 8 c'est ça, entre les deux. Mais on essayera vraiment de vous mettre tous les liens. En tout cas, nous, ça nous a fait extrêmement plaisir de partager avec elle et de le partager avec vous. Ouais. Merci encore à toi, Juliane. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, pour rajouter, si vous avez aimé cet épisode et si vous souhaitez le partager autour de vous, n'hésitez pas. Vous pouvez également aller sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles si vous avez aimé, mettre un petit commentaire. Et puis, de toute façon, on reste à votre disposition. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très vite.